Je vais vous demander maintenant de vous lever pour accueillir M. Marcel Frelette et sa famille. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à vous tous et à vous toutes, et soyez les bienvenus à cette célébration de prière et d'hommage à Marcel. Nous voulons entourer de notre affection son épouse Monique, ses enfants et toute la famille, tous ceux et celles qui ont côtoyé Marcel durant sa vie. Nous voulons prendre conscience aussi que Dieu se souvient de tout ce qu'il a fait de beau, de grand. Et nous allons lui demander à Dieu d'accueillir Marcel dans sa maison pour qu'il vive pour toujours en sa présence, dans la splendeur de sa divinité, mais aussi de son intimité. Merci, Monsieur l'abbé Arsenault, ami de la famille. Alors, mon nom est France Frelette et on est ici aujourd'hui pour accueillir et rendre hommage à mon oncle Marcel qui nous a quittés. Je vais l'appeler des fois je vais l'appeler Marcel, des fois je vais l'appeler Monsieur Frelette. On est ici aujourd'hui pour éclairer son chemin vers l'au-delà. Et on est ici aussi aujourd'hui pour prendre le temps de réfléchir sur le sens de la mort. La mort, c'est un sujet dont on ne parle jamais. On a toutes sortes d'émotions face à la mort, mais on n'a pas toujours les mots. Alors aujourd'hui, à travers les lectures, les évangiles, à travers les chansons, les témoignages, peut-être retournerez-vous à la maison avec une phrase ou un mot qui correspondra à ce que vous ressentez face à la mort. Vous savez, dans une telle occasion comme aujourd'hui, on ressent tous le désir et le besoin de comprendre davantage le sens de ce qu'on appelle la mort. La mort, ce n'est pas une fin en soi. C'est plutôt une transition, un nouveau départ. Il s'agit effectivement d'une renaissance.
Lorsque le corps est devenu un instrument inadéquat pour la progression de l'esprit dans la dimension terrestre, eh bien, ce dernier s'en sépare. C'est un peu comme si l'esprit quittait l'habit qu'il avait toujours revêtu pour amorcer une nouvelle expérience de vie et continuer sa croissance personnelle. On ne peut pas voir l'esprit, mais il y a cette partie de nous qui est bien réelle et qui utilise nos sens physiques et qui ne connaît ni la naissance ni la mort. Le corps physique est simplement le véhicule qui loge l'esprit pour un certain temps. Il est ensuite mis de côté au moment de la transition. Et l'esprit se revêt d'un habit beaucoup plus subtil, beaucoup plus parfait, et permettant beaucoup plus de liberté. Dans les moments importants de nos vies, quand on veut souligner une journée spéciale, on a tendance à allumer des chandelles. Aujourd'hui, on va le faire. Je vais demander à la famille de venir allumer des lampions. Question de se rappeler, attendez un peu ma tante Monique, attendez un petit peu, ne bougez pas. Juste question de nous rappeler toute la lumière, la chaleur qu'il a mis dans nos vies, mon oncle Marcel. Aussi pour se rappeler qu'il a été baptisé un jour et qu'on a allumé un cierge. Maintenant, on va allumer tous ces beaux lampions remplis d'amour par toute sa famille immédiate et je vais vous interpréter une chanson remplie de lumière qui m'a été demandée par la famille. Vous pouvez maintenant.
Now I see. On s'est dit tout à l'heure qu'on était ici aussi pour réfléchir sur le sens de la mort et peut-être trouver des mots. Dans la colonie artistique québécoise, il y avait un personnage qui s'appelait le Père Gédéon. Alors, les têtes blanches, ça vous dit quelque chose? C'est un vieux schnock. Pour les plus jeunes qui ne le connaissaient pas, c'était un vieux schnock rigolo, un peu grivois ses bords, même quelquefois. Mais dans la vie, cet homme, ce personnage, était joué par Doris Lucier. Doris Lucier, c'était un grand philosophe, un grand auteur et un homme engagé aussi politiquement. Mais il avait une plume exceptionnelle. Malheureusement, en 1992, il a perdu son fils subitement, beaucoup trop jeune. Ce qui l'a amené à réfléchir sur le sens de la mort. Et Doris Lucier a laissé une lettre fabuleuse, remplie de sérénité et d'amour, dans laquelle je voudrais vous partager des extraits. Cette lettre, elle s'intitule « Mourir, ce n'est pas finir ». Voici ce qu'il disait. « Mourir, c'est savoir, enfin. Sans l'espérance, non seulement la mort n'a plus de sens, mais la vie non plus n'en a pas. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer, mais autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La tombe est un berceau. Et mourir au monde, c'est naître à l'éternité. Et le dernier soir de notre vie temporelle est le premier matin de notre éternité. La mort, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée dans la lumière. Mourir, au fond, c'est peut-être aussi beau que de naître. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau qu'un soleil levant? Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas un événement heureux? Et si naître n'est qu'une façon douloureuse d'accéder au bonheur de la vie, pourquoi mourir ne serait-il pas une façon douloureuse de devenir heureux? Quand ce sera mon tour de monter derrière les étoiles et de passer de l'autre côté du mystère, je saurai alors quelle était ma raison de vivre, pas avant. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes. Cela s'appelle un beau mot plein de poésie et de tendresse, le souvenir. Et la plus jolie chose que j'ai lue sur la mort, c'est Victor Hugo qui l'a écrite. C'est un admirable chant d'espérance, en même temps qu'un poème d'immortalité. Et ça dit ceci. Je dis que le tombeau qui sur la mort se ferme ouvre le firmament, et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme est le commencement.
Je trouvais ces paroles remplies de sérénité et j'avais envie de les partager avec vous. Quel beau texte. Monsieur Doris Lucie. Maintenant, on va rendre hommage à oncle Marcel. Je vais inviter ses 3 enfants à venir à l'avant pour la période des témoignages. En octobre dernier, j'avais amené Marcel ici pour sa première sortie après son fameuse opération de genou. J'étais de passage au Québec et il m'avait demandé de venir voir l'église, le cimetière et le vieux village que je ne connaissais pas. Nous nous sommes laissés guider dans les rues à lire tous les panneaux explicatifs sur l'histoire des bâtiments et bien sûr pour Marcel, les commenter. Il adorait cela et avec sa mémoire impressionnante, peu de chance qu'il se trompe. Il avait quitté avec nostalgie sa ville adorée de Québec et dans cette église, ce vieux village, il retrouvait la marque des premiers Européens arrivés au Québec. Un bout de la fameuse grande histoire qu'il a si bien racontée dans son livre. De temps en temps, il y venait, la messe le dimanche, la sérénité et la beauté du lieu apaisaient ses soucis. Tout en étant scientifique, papa était profondément attaché à sa croyance religieuse. Dans les inoubliables moments de discussion que j'ai eu la chance de partager avec lui dans ces dernières semaines, j'aimais lui lire des citations de grands hommes qu'il admirait, à l'image d'Albert Einstein. Il avait eu la chance d'étudier avec son fils à Stanford, merci maman, c'était pas Berkeley, également hydraulicien, et il en était très fier. Il faut l'imaginer à l'hôpital, levant son gros pouce quand il aimait une citation pour économiser son souffle. Albert Einstein écrivait « L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Il disait encore « Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. » De Winston Churchill, il aimait beaucoup l'humour lucide. « Je suis prêt à rencontrer mon Créateur. Quant à savoir s'il est préparé à l'épreuve de me voir, c'est une autre histoire. » Papa est un explorateur, un voyageur insatiable. Les congrès nombreux où il donnait des conférences dans des pays lointains étaient probablement autant de prétextes pour explorer le monde que de moments précieux pour transmettre son savoir. Mais aussi passer du bon temps avec sa douane. J'aime à penser que sa piqûre du voyage était peut-être née lors de son premier grand périple, la France. Combien de fois avons-nous entendu prononcer dans la bouche de nos parents Grenoble, comme un mot sacré, un point d'ancrage, un lieu mythique. Traverser l'océan au début des années 60 en bateau, durant une semaine, en n'ayant pas le pied marin, alors que très peu de Nord-Américains le faisaient, demandait de l'audace et du courage. Partir dans une culture plus différente qu'il n'en paraît, se recréer un cercle d'amis de confiance, à défaut de famille, un quotidien fait de nouvelles habitudes, en menant un doctorat, sans possibilité de communiquer facilement comme aujourd'hui. Cela fut sans aucun doute un bouleversement intérieur, des émotions fortes et invisibles, connues par tous ceux ici qui ont été ou sont immigrés. Les majestueuses Alpes entourant Grenoble, autant françaises, autrichiennes que suisses, ont rapidement été son terrain de jeu pour la randonnée et le ski. Surtout patienter en attendant Monique. Des pique-niques improvisés sur la montagne pour refaire le monde avec ses amis, faits de saucissons baguettes, Saint-Nectaire découpés à l'Opinel, bouteilles de vin rouge de la coopérative du coin, et des petits cafés serrés du matin en lisant le journal sur une terrasse, vue sur les Alpes, dans le brouhaha du marché, place Douanette. Dans les années et décennies qui suivront, il retournera en France à de multiples reprises pour des missions professionnelles, parfois en correspondance avant les longs vols pour les projets
mais aussi pour ses réunions pour le Mont-Saint-Michel. Il était tellement fier d'avoir résolu le problème de l'ensablement ou du désensablement, et sa fierté n'était aucunement teintée d'orgueil. Il avait juste la satisfaction d'avoir bien fait son travail. Quand il venait nous voir à Paris, Fontainebleau, Montpellier, Toulouse, Saint-Brieuc ou Nantes, il aimait souvent dire qu'au final, cette vie à la française lui aurait bien plu. Il n'aurait pas aimé la grève générale avant-hier. Il aimait passer du temps avec ses petits-fils, les regarder jouer dans les vagues au sable d'Olonne, sur l'océan Atlantique qu'il ne connaissait pas, ou les amener prendre une glace à Pornic. Il adorait être grand-papa. Il était très fier de tous ses petits-enfants, s'intéressant à leurs progrès, leurs envies. Il était ravi d'avoir entre autres 2 petits-fils avec l'accent français, issus de son sang, qui bouclait la boucle de cette petite et grande histoire généalogique avec nos ascendants français. Émile me disait, j'aimais bien m'asseoir avec lui pour un brunch au Café du Monde à Québec, parler de notre passion commune, la géopolitique. L'écouter me raconter des épisodes de l'histoire de la Nouvelle-France, même si je les connaissais déjà. Et puis l'entendre sacré, au bon québécois, pardon, l'étang, avec beaucoup de créativité en faisant du bricolage. Papy m'a transmis l'importance de la persévérance et la détermination, la précision et la rigueur, l'humour et la philosophie. Avant de partir, il m'a dit, le plus important, c'est de comprendre plutôt qu'apprendre. Raphaël, au Chili, famille de voyageurs en ce moment, disait « J'aimais aller sur les plaines d'Abraham avec papy pour qu'il me regarde jouer au hockey en me donnant plein de conseils pour améliorer mes lancers, ou faire de la raquette, apprendre à nager dans la piscine de l'immeuble Salomon. Papy aimait beaucoup nous apprendre des choses, même quand on ne lui demandait pas. J'aimais aussi le regarder raconter des blagues. Qui n'a jamais vu Marcel raconter des blagues, car il riait tellement qu'il devenait tout rouge, n'arrivait plus à terminer ses blagues. Papy m'a transmis l'importance du sport dans l'équilibre de la vie et la débrouillardise dans tout. Il y a toujours une solution, il faut juste réfléchir et aller jusqu'au bout. Émile et Raphaël, leur papy, fut un compagnon de voyage très apprécié. Il leur faisait rire en racontant des anecdotes qui lui étaient arrivées pendant ses voyages, New York, Vancouver, les plages du débarquement en Normandie, les sables d'Olonne, Londres. C'est un compagnon de voyage inoubliable. Enfin, papa avait un grand intérêt pour les milieux naturels, comprendre la nature, les rivières, mais aussi les forêts. C'était vital pour lui, car être dans la nature le ressourçait, apaisait son esprit bouillonnant. Il aimait toucher et transformer la matière de ses mains si fortes et habiles, l'eau, la terre, le bois, la pierre. Dans ces dernières années, nous partagions quotidiennement des courriels sur l'évolution du Mont-Saint-Michel, la compréhension de l'univers qui l'émerveillait, mais aussi les désordres climatiques. Il s'inquiétait de ce qui était en train de changer et il s'accélérait. La montée des eaux, la fonte des calottes glaciaires, les glaciers de montagne qui disparaissent, les courants océaniques qui se dérèglent. Comme ingénieur hydrologue, il comprenait plus que tout ce que cela signifiait et pourrait impacter dans les années à venir. Sa contribution aurait été plus qu'utile pour éclairer tous ces dysfonctionnements. Je terminerai cet hommage par ce très bel extrait d'un livre écrit au début des années 50 et qui me fait beaucoup penser à lui. C'est une jolie fable sur ce lien fort entre l'homme et la nature. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Quand vous sortirez de l'église tout à l'heure, vous pourrez prendre une pochette contenant quelques graines d'épinette, méticuleusement assemblées avec maman et Joël hier après-midi. C'est une essence qu'il appréciait particulièrement
simplement pour la beauté du cycle de la vie. Nous pourrons ainsi contribuer à lui créer une forêt d'affection. Sa forêt. Merci. Sur un plan plus personnel, aussi loin que je peux me rappeler, mon père a toujours été une personne intègre, honnête, franc, vrai, direct. Ces valeurs étaient fondamentales pour lui et il les vivait entièrement, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Marcel était un homme de peu de compromis. Si vous l'avez rencontré, vous le savez. Même lorsque ses valeurs l'ont mis dans des situations difficiles, il a tenu le cap. Au final, ces valeurs l'ont amené à bâtir un réseau de grande confiance parmi les gens qui l'ont côtoyé et qui ont travaillé avec lui. Comme Marika vous l'a mentionné, les activités professionnelles étaient très importantes pour Marcel. Il y a trouvé un épanouissement qui s'est étendu au niveau international, alors qu'il a été non seulement appelé à travailler sur des grands projets à l'étranger, que Marika vous a mentionné, mais il a également reçu de multiples reconnaissances pour celle-ci. Pour avoir eu en plus personnellement l'opportunité de travailler dans le même domaine que Marcel, je peux vous dire que Marcel était une star dans son domaine. Encore ici, les valeurs professionnelles de Marcel constituaient le roc sur lequel il a bâti sa réputation. Marika vous en a parlé, mais la qualité du travail, le professionnalisme, donner son maximum, la recherche des solutions efficientes, c'est-à-dire qui en donnent le plus possible pour le moindre coût. Toujours avec ses valeurs personnelles d'intégrité et d'honnêteté. Ces valeurs lui ont été particulièrement utiles dans les pays en voie de développement où il a pu résoudre des problèmes complexes avec des solutions adaptées au niveau technologique du pays, changeant la vie de milliers et de dizaines de milliers de personnes. Et évidemment, on pense en particulier au Rwanda et à Haïti. Ces valeurs, Marcel nous les a transmises. Et à notre tour, nous les transmettons à ceux qui nous entourent, nos familles, nos proches. Je pense en particulier à mon fils Marc-Laurent, mais aussi aux professionnels que nous côtoyons. Dans le milieu professionnel aussi, on transmet ces valeurs. Les valeurs de Marcel continuent donc de se transmettre à travers nous. De celles-ci, je retiens en particulier les legs intellectuels les plus précieux que Marcel m'a donnés, et j'imagine que c'est la même chose pour mes sœurs. 1. Le jugement. Quel précieux cadeau Marcel m'a ici donné. Comme Marika disait tantôt, comprendre le pourquoi des choses avant de savoir comment les appréhender. Différencier ce qui est réellement important de ce qui l'est moins. Ce simple réflexe est tellement important qu'il est la pierre angulaire de l'entreprise que mon associé et moi avons fondée. Deuxièmement, l'efficience, comme je mentionnais tantôt, s'assurer de mettre les efforts au bon endroit plutôt que de partir à courir dans toutes les directions en même temps. Troisièmement, la qualité. Dans un monde qui recherche trop souvent la facilité, la qualité est une ressource qui demeure tellement essentielle. Merci aussi Marcel de m'avoir transmis l'amour des voyages, vous avez compris pourquoi, et la curiosité de l'autre, pas juste de voir mais de comprendre l'autre, et pour m'avoir appris aussi l'importance du sport pour maintenir un équilibre dans nos vies de fou. En terminant, comme Marcel a consacré une grande part de sa vie aux activités professionnelles et que celles-ci l'ont amené à parcourir le monde, je ne saurais passer sous silence tout l'appui essentiel que sa douce moitié, Monique, maman, nous a fourni pendant ces années pour prendre soin de nous, nous appuyer, nous consoler, nous aimer. Son appui a été essentiel et complémentaire à qui je suis aujourd'hui. Merci de tout cœur, Marcel et Monique, papa, maman, je vous aime. On a parlé beaucoup, ma tante Monique ensemble, m'avait appris un tas de petits détails. Je ne répéterai pas ce que mes deux cousins et cousines, Richard et Marika, ont dit. Et puis, je vais laisser la parole après à Julie. Mais je trouvais ça beau de voir, quand vous vous êtes rencontrés, c'est dans une salle de danse. Il a été obligé de vous demander 3 fois avant que vous disiez oui. Ça a pris 3 fois, mais au bout de la 3e fois, mon oncle, il savait bien valser. Je pense que c'est comme ça qu'il vous a gagné. Et puis, je ne peux pas passer sous silence votre mariage vraiment coloré. Vous étiez 6 à votre mariage, à Grenoble.
Et puis, il a tout fait cette journée-là. Il a neigé, oui, c'était une journée à se souvenir. Et puis, je pense que le contrat de mariage avait été oublié aussi, hein, pour finir le top. Alors, toujours coloré, cette vie est unique. Je garde de mon oncle Marcel, au nom de tous les cousins et cousines qui penseront certainement comme moi, le souvenir de ses gros yeux bleus avec ce rire gras quand il avait du plaisir. Et puis, c'était un génie, mon oncle. Un génie, et dans sa tête, c'était toujours la science. Mais il ne savait jamais où il avait mis ses lunettes, ses clés, tout ça. Ça, c'est le baiser, non. Mais quelle tête, hein? Un homme d'exception. Mon oncle Marcel Frenette, c'était un homme d'exception qu'on va garder à jamais dans notre cœur. Maintenant, je vais inviter Julie, sa fille, à venir lire un poème de David Harkins qui s'intitule « Il est parti ». Ça, c'est gros, j'ai besoin de mes lunettes. Je suis la dernière petite personne, j'ai besoin de mes lunettes maintenant. C'est un beau poème, merci de me l'avoir proposé. C'est un peu dans ma philosophie de vie de voir le verre à moitié plein ou de voir à moitié vide. Je dis souvent à mes enfants, soyez positifs, il y a toujours du positif à la vie. Donc ça va comme suit. Vous pouvez verser des larmes parce qu'il est parti. Ou bien sourire en pensant à ce qu'il a vécu. Vous pouvez fermer les yeux et prier pour qu'il revienne. Ou bien simplement ouvrir les yeux et voir tout ce qu'il a accompli. Votre cœur peut ressentir un vide parce que vous ne pouvez plus le voir. Ou vous pouvez être rempli de tout l'amour que vous avez partagé avec lui. Vous pouvez tourner le dos à demain et vivre dans le passé. Ou bien être heureux du futur en vous inspirant de ses enseignements d'hier. Vous pouvez vous souvenir seulement qu'il est parti. Ou vous pouvez chérir sa mémoire et le laisser vivre à travers vous. Vous pouvez pleurer et fermer votre esprit, être vide et tourner le dos. Ou vous pouvez faire ce qu'il voudrait, sourire, ouvrir les yeux, aimer et continuer. À la vida. Merci pour le beau témoignage, Marika, Richard aussi, et cette lecture de Julie. Merci pour les enfants. J'ai pris parole depuis le début, la musique a pris parole, Monsieur Gaëtan a pris parole, les enfants ont pris parole. Maintenant, c'est au tour de Marcel de prendre parole. S'il pouvait prendre ma voix aujourd'hui, il vous dirait certainement ces mots qui sont inspirés d'une prière amérindienne qui s'intitule « À tous ceux que j'ai aimés ». Voici ce qu'il voudrait vous dire. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner tout le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun de vous m'avait démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés que pour quelque temps. Alors, laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi, je viendrai. Et même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que je vous apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, eh bien, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, mais présent avec Dieu et tous ceux que j'ai aimés. Je veille sur vous
Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Je veille sur vous. Pour compléter son message, j'ai mis des paroles sur une musique que vous connaissez tous de M. Cohen. Et voici son message chanté. Quand on m'a demandé de participer à cette célébration et qu'on m'a dit qu'il y aura un passage à la parole de Dieu, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, quelle parole de Dieu pourrait
pourrait être une bonne nouvelle. Et je pense que Dieu ne s'est pas trompé. Il m'a comme inspiré et il m'a dit, va voir Luc. Et Luc au chapitre 6, dans les versets 43, 44 et 45, dit ceci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de fruits malades, et pas davantage d'arbres malades qui produisent de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît aux fruits qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte des raisins. L'homme bon, de son bon trésor, de son cœur tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, parce que il est vraiment là et il a été présent. En écoutant les témoignages des enfants, je me suis dit, Marcel a été prêtre, prophète et roi. Sa vie, ce qu'il a été et ce qu'il a fait, est sacré. Et aujourd'hui, on en célèbre la grandeur. Nous pouvons juger d'une cause au résultat qu'elle produit. Et suivant ce raisonnement, je peux dire que les fruits de la vie et l'œuvre de Marcel l'identifient clairement. Ce court passage de l'évangile de Luc vient nous servir de toile de fond pour l'homme qu'il fut. Ici, dans mon texte, je disais, vous allez entendre des témoignages des enfants et vous allez entendre parler de petits-enfants, de famille. Et c'est déjà fait. Vous avez vu la beauté de la vie de cet homme. Attardons-nous un petit moment à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit finalement? Cette parole que nous venons de lire, une évidence. Un bon arbre produit de bons fruits. Un cœur bon, de bonnes relations, d'excellents rapports, un environnement sain, une paix contagieuse et un amour qui ne se dément pas. Ça sentait ça dans les témoignages. Ça sent toujours, ça sent bon. Dans des sessions de relations humaines, on enseigne que lorsqu'on adopte une valeur, il y a toute une grappe de valeurs qui vient avec. Une valeur ne vient jamais seule. Ainsi, un amour vécu inconditionnellement, Marie-Claire en a parlé, sera accompagné de dévouement, d'oubli de soi, d'ouverture aux autres, de joie de vivre, de compétence, de justice, de fidélité, et encore, vous en avez entendu. Moi, j'ai peu connu Marcel, finalement, des rencontres. Et il m'a fait le plaisir de venir au Mexique avec Michel, mon confrère. Ça a été des moments très heureux. Donc, j'ai goûté sa présence. J'ai savouré ces moments où Marcel parlait tout le temps, durant tout le temps, que durait le repas. Un repas succulent que préparait Monique. Monique avait à peine l'espace pour parler
toutes ces belles choses qu'elle fait. Elle est artiste aussi. C'était Marcel. Intéressant. Au 7e jour de la création, après avoir créé l'homme et la femme à sa ressemblance, Dieu vit que cela était bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Il s'est récompensé. Il a joui de son travail. Ainsi de Marcel, peut-on dire. Après avoir reçu l'amour et l'éducation dans son milieu familial, il a trouvé dans sa compagne de vie des compléments à ce qui pourrait faire de sa vie un succès. L'amour reçu et partagé s'est agrandi de génération en génération. Il a été de même dans tout son travail, dans tout le rayonnement professionnel de Marcel. Nous sommes ici, en ce moment, pour rendre grâce à Dieu pour l'homme qu'il a été, pour les œuvres qu'il a produites et qu'il laisse en héritage. Que Dieu soit béni en tout. La peine et la tristesse, passage obligé du deuil, ne sont qu'une étape qui se traverse en tablant sur l'héritage que nous laisse le défunt. Son œuvre ne finit pas avec sa présence parmi nous, elle se perpétue et se développe dans ses enfants. Richard nous le dit dans son témoignage. Dans ses amis, dans ses étudiants, dans ses collaborateurs. Que cette célébration, que ce moment-ci, soit pour nous tous le point de départ, l'occasion de vivre avec reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu de Marcel Freund. Marcel nous précède, ça aussi c'était dit. Mais avant de répondre à l'appel du Seigneur nous-mêmes et à entrer au paradis, il nous invite à travailler nous aussi, à développer nos relations et nos talents pour faire de notre maison commune un lieu toujours plus riche, plus fourmillant de vie et rempli d'amour. À l'exemple de Marcel, persévérons dans notre marche en construisant le royaume de Dieu. Amen. Nous allons poser maintenant deux petits gestes, deux petits rituels que nous allons faire. Le premier sera avec de l'eau. Marcel est venu au monde et il a été baptisé. Et l'eau a été le signe qu'il devenait un disciple du Christ. Un disciple qu'il a très bien suivi et qui, comme lui, a essayé de construire un monde meilleur. Alors nous allons déposer, et j'inviterai Monique et les enfants à faire comme moi, à déposer quelques gouttes d'eau bénite sur les cendres de Marcel, en reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait par lui et en lui durant toute sa vie. Le deuxième rituel sera le rituel de l'encens. Parce que tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, les chants magnifiques de France, c'est l'encens qui va monter vers Dieu. C'est notre reconnaissance. Faisons cela avec foi dans notre cœur en disant « Jésus, je te remercie ».
Voilà, Marcel nous a rassemblés pour célébrer son entrée dans la grande maisonnée de Dieu. Là où il vit désormais, dans la plénitude de son être et en communion avec Dieu et avec nous. Continuons à prier pour lui, à prier pour tous nos défunts, pour qu'ils sont pleinement dans la joie du ressuscité. Et que, par la miséricorde de Dieu, ce même Dieu nous bénisse et nous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais prendre parole pour la famille qui tient à vous inviter tous à un goûter fraternel qui aura lieu à Plaza-Rive-Sud, qui n'est pas très loin d'ici. Bien sûr, il faut prendre la voiture. Alors, à la sortie de l'église, vous allez vers le côté sud, donc ce chemin-là, jusqu'à la rue Tachereau, boulevard Tachereau, et vous tournez à votre gauche pour à peu près 1 kilomètre. La prochaine lumière, c'est l'avenue du Golfe, et l'adresse, c'est le 500 avenue du Golfe. Vous tournez à votre droite, et vous allez voir, c'est l'ancien Golfe de la Prairie, mais c'est devenu une magnifique salle de réception, et on aimerait vous en recevoir tous ceux qui peuvent venir. Il y a des ascenseurs pour ceux qui sont à mobilité réduite, et il y a aussi du stationnement amplement. Aussi, à la fin de la cérémonie, pour ceux qui voudraient faire chanter des messes ici même, dans cette magnifique église de la Prairie que mon oncle a particulièrement appréciée, alors il y aura des messes chantées, vous avez simplement à laisser un don dans les paniers à la sortie. Et puis peut-être prendre des petites épinettes en même temps. C'est une belle idée ça. Aussi, je voudrais vous remercier, M. Gaétan. Je pense qu'on a fait une cérémonie à l'image de mon oncle, remplie de spiritualité et de foi. Alors, pour tout ce que mon oncle Marcel a accompli, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour tout ce qu'il a accompli. Vraiment, chapeau, mon oncle. Alors, on vous attend à la sortie pour la salle de réception. Là-bas, on va vous diriger, mais c'est la salle Héron à la tête blanche. Voilà. Et puis, mon oncle avait une admiration pour le chant classique et la musique classique. Alors, nous allons terminer sur 2 classiques qui sont très appréciés de tous. Mon oncle voulait que je lui chante le Panis Angelicus et je vais le faire. Et ce sera suivi du fabuleux concerto pour piano 21 de Mozart, que vous connaissez tous. Alors, je vous remercie tous de votre présence. Vous avez accompagné mon oncle dans son passage vers l'autre monde. On va d'abord demander à la famille de venir faire le dernier salut aux défunts, éteindre le lampion souvenir, et quand la famille quittera vers l'arrière, je vous invite à les suivre. Merci tout le monde. Alors, place au Panis Angelicus.